Donc on reprend le fil du déroulement. Et c'est un historien à qui on a demandé cet exercice extrêmement difficile de faire court pour nous exposer le regard d'un historien par rapport à l'évolution de la valeur du vin, plus particulièrement dans le Languedoc, parce que Gilbert Larguier est historien du Languedoc-Roussillon, professeur émérite des universités. Merci beaucoup de cette invitation qui est tout à fait redoutable à la suite des interventions de ce matin. J'ai été extrêmement frappé ce matin par à la fois la qualité et l'écho pour un historien de toutes les interventions ce matin. Ce qui fait que j'avais essayé de tracer des pointillés vers l'amont en essayant de voir l'écho que cela pourra avoir sur la situation actuelle, puisque c'est bien aujourd'hui dont on a parlé ce matin. Alors, je ne vais certainement pas découvrir du neuf, mais je voudrais quand même rappeler ceci. Le vignoble languedocien est le plus anciennement structuré dans l'espace français. Ceci est connu. Mais c'est également le vignoble qui, de loin, dans l'espace français, voire dans l'espace mondial, qui a connu le plus grand nombre de bouleversements successifs. Et paradoxe, là, c'est quelqu'un qui essaie d'avoir un regard sur ce vignoble, il me semble que ce vignoble le plus ancien est, d'un certain point de vue, le vignoble le plus jeune de l'espace français. Et ce matin, j'ai même entendu que ce vignoble devait certainement devenir encore plus jeune puisqu'il devrait être renouvelé. Et donc, la qualité du vin est à voir dans cette durée. Et il me semble que depuis un siècle, alors qu'on a eu des phases de vin indifférenciés, on est passé à une phase de, ça a été très bien dit, à l'hyper-différenciation. Et le Languedoc est le vignoble qui a été massivement le plus indifférencié. C'est celui qui, à l'heure actuelle, est certainement, dans l'espace français, en raison de la variété de ses terroirs, le plus différencié. C'est là que cette différenciation a pris le plus d'ampleur. Alors, c'est tout à fait spectaculaire, d'où les interrogations sur la valeur du vin et sur tout ce qu'est elle-même. Je voudrais simplement ceci. Je crois qu'il faut parler en termes de modèle de production selon les périodes. Je n'en prendrai qu'une, celle de la monoculture, celle dont on est, je dirais, un peu... que l'on rappelle toujours, mais le modèle productiviste des gros rendements est celui qui a correspondu au maximum de consommation du vin. Je vous donne un ou deux chiffres. En 1875, la consommation moyenne de vin était de 51 litres par habitant. Elle est montée en 1926 à 136 litres par habitant. Aujourd'hui, elle se situe autour de 42-43 litres. Donc, le modèle productiviste est lié à un vin indifférencié et des consommations massives. Vous avez bien compris que depuis 50 ans, on a changé complètement de modèle. Et d'où les interrogations sur ce qu'est le vin et sur ce vignoble. Alors, pour essayer de repartir dans l'histoire, je vais retenir simplement deux faits qui, personnellement, m'ont fait beaucoup réfléchir sur la vigne. Le Languedoc, contrairement à ce que l'on a dit, est resté très longtemps en dehors des stimulations de la demande extérieure. Pour différentes raisons, le Languedoc est éloigné, son seul marché c'était la Méditerranée où il y avait notre vin, et qu'on le veuille ou non, le Languedoc était loin
des lieux de pouvoir et donc de consommation élitiste. Donc, ceci. Mais également, je dirais que le Languedoc n'a pu émerger au niveau de la qualité parce qu'il est de consommation malthusienne. Je m'explique. C'est un fait qui n'est pas connu, qui est, à mon sens, extrêmement important et qui a beaucoup pesé sur la viticulture languedocienne. Les villes, je prendrai l'exemple de Narbonne, interdisaient l'importation de vin tant que le vin produit dans les terroirs n'était pas vendu. Rente de situation tout à fait extraordinaire pour les bourgeois qui avaient les vignes, mais qui a interdit quasiment, d'une part, les campagnes de produire du vin, d'écouler leur vin, et surtout, qui a énormément pesé sur la qualité des vins. On pouvait produire n'importe quoi, on était sûr quand même de vendre son vin. Ça, c'est une première chose, et ça a énormément pesé sur la viticulture languedocienne, qui, contrairement à ce qu'on a dit, n'était pas du tout développée pour cette raison. Par contre, je voudrais vous citer 2-3 choses qui sont dans le modèle de l'exportation. Des phénomènes qui sont très peu connus et qui, moi, m'ont beaucoup fait réfléchir. Nous sommes en 1646. À Recomore, 150 propriétaires sont très en colère. Ils dénoncent que les étrangers achètent du vin autour et viennent le mélanger au cru de Recomore pour le vendre à meilleur prix. Et 1721, à Recomore, on est près du Rhône, on exporte le vin. Disons que tous les habitants se réunissent, les viticulteurs, et décident que le vin qui doit être chargé sur le Rhône, donc être exporté, seront mis dans des tonneaux, uniquement des tonneaux qui seront marqués au feu avec 3 lettres CDR, qui signifie Côte du Rhône, et nous sommes en 1721, avec marqué le millésime. 1732, nous sommes à Saint-Georges d'Orques, où également on défendait l'entrée du vin étranger. Mais quand je dis l'entrée du vin étranger, ce sont les communes voisines qui, de nuit, faisaient rentrer les tonneaux pour avoir le label de vin de Saint-Georges d'Orques. Ce qui veut dire, dans ces 2 derniers cas, que, et vous voyez le premier exemple est de avant le milieu du XVIIe siècle, on était conscient de la valeur du vin, du millésime, et bien sûr, ceci pour avoir un label de qualité et le vendre à l'extérieur. Pour la raison suivante, c'est que vous avez bien reconnu ce qui est quasiment le modèle français des bords de mer et des bords des fleuves. Ce sont les vins qui ont la possibilité de s'exporter, qui ont été travaillés et qui ont eu une qualité reconnue. Alors, ceci m'invite, et je n'irai peut-être pas plus loin, il me semble que ce matin, nous avons parlé de recherche d'identité, nous avons parlé de transmission, nous avons parlé de cohérence et de qualité de communication identitaire. Eh bien, ces notions de qualité, ces notions de valeur sont des valeurs cultivées très antérieurement et qui, à mon sens, ont été galvaudées pendant une période, celle de la monoculture, je dirais, que l'on valorise en histoire, qui, au contraire, sous la pression du grand négoce de Bercy, avait développé une viticulture de monoproduction indifférenciée qui, à mon avis, a fait le plus grand mal au Languedoc. Et tout ce que j'ai entendu ce matin va dans le sens
je dirais, de ces précurseurs du XVIIe et XVIIIe siècle qui, producteurs, tenaient véritablement, comment dire, tenaient avant tout à la qualité de leur vin. Merci. Vous restez avec nous. On va passer une question des étudiants de Supagro. Hervé, tu viendras aussi. Ça serait bien de répondre avec une réponse courte à la question entre tradition et innovation. J'aimerais bien qu'on ait l'avis de l'historien et du scientifique. La tradition a une très grande valeur dans le monde du vin. Mais dans ce cas-ci, pourquoi innover ? C'est court, c'est bref, mais ça dit ce que ça veut dire. Hein. Si la tradition, c'est si bien, pourquoi innover? Qui commence? Gilbert, à vous l'honneur. Les progrès de l'œnologie de la fabrication du vin sont tels que on ne peut pas parler des mêmes types de vins. Par contre, la démarche, je dirais, est à peu près la même. Il y a bien la transmission. Ce matin, j'ai entendu que l'or était dans la nature. Je ne voulais pas revenir au livrier Olivier de Serres, 1600, mais je prends 30 secondes. Texte absolument admirable sur ce théâtre d'agriculture de 1600 d'Olivier de Serres. Et dans sa partie sur la vigne, il raconte comment un de ses enfants qui le désespérait, il lui lègue une vigne et lui dit « Là, il y a un trésor ». Le fils s'est mis à retourner totalement les vignes et il s'est rendu compte que travaillant sa vigne, s'occupant de la vigne, il avait précisément trouvé un trésor. Et on en est exactement, je dirais, dans tout ce qui a été développé, notamment par les viticulteurs. Ça me paraît très fort. Et en ce sens, tout à l'heure, je parlais des pointillés. Entre ce qui a été développé ce matin et, je dirais, Olivier de Serres, il y a quand même des pointillés très forts. Vaste question. Je ne sais pas si on va réinviter les étudiants à poser des questions aussi dures que ça, hein, parce que là, ils se vengent de tous les examens terribles qu'on leur propose. Non, blague à part, pourquoi innover? Effectivement, mais je crois que la réponse, elle est extrêmement simple. C'est parce qu'il n'y a pas le choix. Si on n'avait pas innové, je l'ai dit tout à l'heure, on serait encore avec les problèmes de phylloxéra, c'est-à-dire qu'on n'aurait plus de vignes, tout simplement. Je crois qu'il ne faut pas rêver. Aujourd'hui, on a d'autres challenges. On a évidemment les nouveaux marchés. On sait bien que les marchés sont plus tellement, en tout cas, sont en régression sur le territoire national, alors que, puisque la consommation mondiale stagne à peu près, ça veut dire que c'est compensé par d'autres secteurs sur lesquels il faut aller s'adapter. Ça veut dire que c'est d'autres consommateurs, c'est d'autres adaptations, donc c'est d'autres innovations. Autre challenge, vous savez bien, les attentes sociétales aujourd'hui, de manière pudique, de dire que tout le monde en a ras-le-bol de cette politique des pesticides, etc., qu'on a tous utilisé, qu'on a tous enseigné, qu'on a tous et à contre-cœur et souvent dans l'ignorance. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Donc, en tout cas, il faut qu'on trouve d'autres choses. Si ça ne s'appelle pas d'innovation, je ne sais pas ce que c'est. Et enfin, last but not least, désolé. Oui, j'ai décidé de te taquiner un petit peu. Le changement climatique. On ne s'en sortira pas si on n'est pas capable d'abord de contribuer à la réduction des gaz à effet de serre et ensuite de s'adapter à cette inéluctable augmentation du degré moyen et autres effets du réchauffement climatique. Les réponses, je crois qu'elles sont là. Qu'après, on ait une difficulté à faire comprendre aux consommateurs qu'on a endormi dans cette histoire de tradition. Et je dis ça en pleine conscience, c'est-à-dire que, excusez-moi la réponse un petit peu longue, mais on a fini par lui laisser croire que dans l'appellation, il n'y avait pas d'innovation. Mais personne ici, en tout cas, ils auront la parole pour me contredire s'il faut, mais surtout pas dans l'appellation, pense qu'il ne faut pas d'adaptation. L'appellation n'a jamais été un musée. L'appellation, c'est simplement un mode de gestion des innovations tout à fait particulier dans lequel on socialise les innovations avant de les adopter, on les partage, on les entérine dans des cahiers des charges, etc. Mais on n'est pas dans un musée du vin. On est au contraire tout à fait à l'aise avec ces innovations. Ça ne veut pas dire qu'on ne les discute pas, ça ne veut pas dire parfois on ne débat pas de façon très, très virulente, mais en tout cas,
la question des innovations se pose tous les jours et elle est absolument indispensable pour que demain, après-demain et encore bien longtemps, il y ait encore de la vigne et du vin. Oui, vous avez le micro. Mais on ne va pas commencer la table ronde maintenant, oui, par contre. Hein, c'était une question que je voulais juste poser. Oui. Simplement, ce que je voudrais dire, pour ajouter, et qui me paraît très fort dans ce qui a été dit ce matin, et par rapport à, je dirais, cette période du 19e siècle, l'innovation, à mon sens, c'est un moyen pour le producteur de se replacer, voire de reprendre le pouvoir. Et ça me paraît extrêmement fort, comparé, je dirais, au vin de Bercy de la fin du 19e siècle. Et ça me paraît extrêmement fort. Comparé au vin de négoce. Très bien. Bon, on va faire une pause avant de poursuivre cette table ronde. Je vous rappelle que vous avez des post-it, des stylos à votre disposition, qu'on va s'appliquer à répondre aux questions. Et je promets que s'il y a des questions auxquelles on ne répond pas, on le mettra dans les actes. Et du coup, on va récupérer 5 minutes. Cette pause sera de 15 minutes. Je viens vous prévenir pour revenir dans 15 minutes exactement. À tout de suite.